Obsèques de la mère de famille israélienne assassinée hier par un Palestinien à Otniel. Ce matin, c'est une autre Israélienne enceinte qui a été grièvement blessée. Le terroriste âgé de 15 ans a été abattu. L'affaire Kerviel contre la Société Générale avec peut-être un nouveau rebondissement. Son avocat a réclamé aujourd'hui la révision du procès sur la base d'un nouvel enregistrement clandestin du procureur. Décision à venir le 21 mars. Et puis soupçon de match truqué au plus haut niveau du tennis masculin. La presse britannique s'empare du scandale, mais aucun nom n'est expressément cité. On a parlé tout à l'heure de cette polémique liée au statut des implantations qui a éclaté entre l'ambassadeur des États-Unis en Israël et le gouvernement israélien. C'est dire si le sujet est sensible, surtout au lendemain de l'assassinat de cette mère de famille israélienne à Otniel. Ce matin, une autre attaque qui a cette fois visé une femme enceinte dans l'implantation de Tkoa. On écoute ce que disait cet après-midi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le terroriste qui a tué hier Daphna Meir, qui a élevé avec son mari 6 enfants, ce terroriste sera arrêté. J'envoie mes condoléances à la famille et à tous les enfants. Tout le peuple d'Israël vous soutient. J'ai parlé hier avec Yoram Damri, le maire de la localité. Je lui ai demandé d'apporter son soutien aux habitants. Je lui ai dit que nous renforcerons ces implantations. Tous ceux qui tenteront de nous faire du mal, nous les traduirons en justice. Nous trouverons ce terroriste et il paiera le prix pour ses actes. Alors on va en parler avec deux invités. Bonsoir Lali Doré, vous êtes journaliste et vous habitez l'implantation d'Eli, donc dans ce qu'on appelle les territoires, qui sont donc au cœur du débat. Et puis Eric Cohen est avec nous, bonsoir. Vous êtes membre du Parti travailliste. Alors je voudrais qu'on évoque d'abord ce fameux double standard, parce qu'il suffit de constater les réactions depuis hier, notamment sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il y avait une différence qui était faite entre des victimes israéliennes qui sont assassinées dans les implantations ou qui seraient assassinées par exemple à Tel Aviv. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, est-ce que vous constatez aussi ce double standard? Est-ce que vous le dénoncez, Lali Doré? Il suffit de suivre un peu l'actualité. Moi, ce matin, j'ai entendu parler d'un attentat qui avait lieu dans la localité de Tkoa, où une femme enceinte donc, a été poignardée. Donc, je me rue sur ma télévision pour aller avoir des informations. Et là, je tombe sur une émission culinaire. Ça veut dire que les programmes ne se sont pas arrêtés. Personne n'a pensé à faire une émission spéciale pour parler de ce drame-là. Même chose hier avec l'assassinat de Daphna Meir. Les émissions se sont poursuivies normalement. Il y avait... Vous voulez dire que même en Israël, on fait même aussi en Israël, ce double standard? c'est pour ça que c'est ce qui fait le plus de peine. La France, le monde, on s'y est un peu habitué. Mais lorsqu'en Israël, ça a lieu aussi, ça fait beaucoup de peine. Et donc, en fait, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que grâce aux réseaux sociaux, on a enfin pu savoir qui était cette Daphna Meir, donc cette infirmière, mère de 6 enfants, en fait mère de 4 enfants qui en avait adopté 2, elle-même adoptée. Une infirmière qui travaille à l'hôpital à Be'er Sheva, qui a étudié l'arabe pour pouvoir donner le meilleur service à ses patients arabes. On a pu apprendre aussi que la femme poignardée ce matin, enceinte de 8 mois, donc, a vu ce jeune homme de 15 ans se promener dans sa localité. Il avait l'air un peu perdu, elle a voulu l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a poignardé. Toutes ces choses-là, on ne les a pas sues sur le moment. Et je me rappelle de ce qui s'est passé vendredi, il y a 2 semaines vendredi, lorsqu'il y a eu un attentat à Tel Aviv, où tout s'est arrêté. C'est-à-dire que les journaux télévisés se sont concentrés sur cette actualité et c'était justifié, bien entendu. Et on en a entendu parler pendant 3-4 jours. C'était complètement... Donc, il y a 2 poids, 2 mesures, il existe. Maintenant, je ne vais pas pleurer pour ça, je vais pas me plaindre, on n'en est pas là. Mais je pense qu'en effet, lorsqu'il y a un mort, il faut en parler, il faut lui donner la place qu'il mérite. Et là, j'ai l'impression qu'on a raté le coche sur ce point de vue-là. Il y a 2 poids, 2 mesures ou pas, Eric Cohen, sur vous? Oui, et pourquoi? Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les Israéliens font cette distinction, justement? D'abord, si vous me permettez, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de Daphna Meir qui a été sauvagement assassinée hier à Otniel. Et sur ce point, je vais être très clair. Il n'y a pas de différence, il ne peut pas y avoir de différence, il ne doit pas y avoir de différence entre le sang et le sang, entre un juif poignardé, que ce soit à Tel Aviv, à Otniel ou ailleurs en Israël. Ce sont les mêmes
terroristes qui cherchent à tuer des juifs et eux, ils ne font pas de différence entre un juif et un autre juif. Et il ne faut donc surtout pas, nous, tomber dans le piège de la séparation. Face au terrorisme, nous sommes tous unis, dans une même douleur, dans un même combat. Et sur ce point, je dois signaler avec regret la politique du gouvernement de droite aujourd'hui, à l'instigation de Netanyahou, qui au lieu de rassembler, qui au lieu d'unir les cœurs et les esprits dans ces heures vraiment très difficiles pour tout le peuple d'Israël, au lieu de cela, on voit qu'il sème la discorde, il sème la division, comme s'il y avait vraiment une différence entre une personne assassinée à Tel Aviv ou une personne assassinée à Otniel, une personne assassinée à Kiryat Arba et une personne assassinée à Beersheva. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est terrible. Et il y a une raison à cela. Parce que derrière cela, derrière vraiment ce faux débat, je pense que c'est un débat tout à fait désolant. Derrière ce faux débat, il y a en fait un écran de fumée qui vise à cacher, à occulter le vrai problème. Le vrai problème, c'est que M. Netanyahou, qui s'est présenté comme Monsieur Sécurité, qui a dit qu'il était fort face au terrorisme, M. Netanyahou, on voit les résultats. Les résultats, on doit les juger sur les actes, sur les faits, sur le terrain. Les résultats sont absolument navrants, absolument désastreux. Les familles israéliennes aujourd'hui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Les gens ont peur d'ouvrir leur maison. Les gens ont peur de se promener dans la rue ou de s'asseoir dans un café. Et ça, c'est les résultats de cette politique d'impuissance. Alors, pour éviter de parler de ça, on fait des faux débats. Et c'est tout à fait désolant. Ouais. Alors, il y a quand même une vraie question quand même à propos du sort des implantations. Parce qu'on voit bien que le gouvernement israélien lui-même ne sait pas trop comment se positionner sur ce dossier. Et alors que les habitants de ces implantations sont en première ligne, puisque ce sont eux qui sont le plus souvent ciblés. Comment, à votre avis, le gouvernement devrait-il agir aujourd'hui? Est-ce qu'il faut, comme l'a fait l'armée ce soir, interdire aux Palestiniens de venir travailler dans ces implantations, ce qui a été décidé aujourd'hui? À court terme, peut-être que je suppose que l'armée a bien réfléchi et que c'est la bonne solution pour le moment, mais on se doute bien qu'à long terme, ça ne sert à rien. Les Palestiniens, ce sont eux qui construisent les maisons dans les implantations. Ils ont besoin de nourrir leur famille et je serai la dernière à vouloir que ces Palestiniens n'aient pas de quoi nourrir leur famille. Concernant la politique de Netanyahou et les implantations, en effet, on a un peu une impression de schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, on a Netanyahou qui dit qu'il est prêt à faire 2 États pour 2 peuples et qu'il faut une séparation et qu'il va donc de facto falloir démanteler des implantations. Et de l'autre, on a le même monsieur Netanyahou qui construit des routes, qui construit des maisons dans les mêmes implantations. Donc on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Moi j'ai l'impression qu'un peu Netanyahou, il est amoureux du statu quo en fait. Il n'a pas envie de trop se mouiller. Et on en fait tous les frais, c'est évident. Moi, de mon point de vue, je ne vois pas d'autre solution. On a un ennemi face à nous. D'accord ? Il faut le nommer l'ennemi. L'ennemi, ce sont les terroristes palestiniens qui ne veulent pas de nous. Pas seulement en Judée-Samarie, il ne faut pas se leurrer. Quand on parle des clés, les fameuses clés qu'ils brandissent en disant qu'on les a chassées en 1948, la fameuse Nekba, ces clés, elles n'ouvrent pas de maisons en Judée-Samarie. Elles ouvrent des maisons à Akko, à Yafo ou à Ramat Aviv. Donc je pense que tant que les Palestiniens auront le sentiment que nous sommes schizophrènes, que nous ne sommes pas prêts à dire « cette terre est à nous, la Judée-Samarie est à nous », et donc nous allons annexer au moins une partie de ces territoires et nous allons y installer un régime israélien à 100% et pas ce qui arrive aujourd'hui que c'est l'armée en fait qui administre. Alors tant qu'on sera dans cette espèce de solutions mitigées, de statu quo un peu branlant, le terrorisme se poursuivra. Vous êtes d'accord ? Il faut assumer aujourd'hui qu'Israël ait des territoires qui vont devenir... D'abord, j'ai entendu, et je voudrais abonder dans votre sens, vous avez dit, madame, que nous faisons tous les frais de la politique de Netanyahou aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut voir les choses sur le fond. Sur le fond, on a une politique d'un gouvernement une politique d'immobilisme, d'aveuglement, de refus de tout dialogue, de refus de toute initiative, et nous en faisons les frais. Et non, il n'y a pas de status quo, c'est pas ça, c'est pas un status quo. Parce que ce que le gouvernement aujourd'hui, par cette politique d'immobilisme, de refus, d'inaction, ce à quoi il nous mène de facto à un État binational,
à une situation absolument inextricable. Une situation absolument terrible, parce que l'État binational, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait un de ces deux scénarios, et ces deux scénarios terribles, c'est soit la fin du rêve sioniste. Je crois que tout sioniste, et je suis sioniste avant tout, doit se battre absolument contre ce scénario monstrueux, la fin du rêve sioniste, ou, qu'à Dieu ne plaise, un État non démocratique, un État d'apartheid de fait. C'est ça à quoi nous mène la politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Qu'est-ce que vous préconiseriez? Parce que finalement, on voit bien que ces implantations ne sont pas là pour être démantelées ensemble. Vous savez, ce qui est malheureux dans ce genre de situation, c'est que le résultat, la solution, elle est écrite depuis bien longtemps. C'est évident qu'il va falloir faire un compromis. C'est évident que chacun des deux côtés va devoir renoncer à son grand rêve. Nous devrons renoncer à une partie du territoire et ils devront renoncer au rêve du retour à toute la Palestine. C'est évident. Et la seule question qui se pose malheureusement, c'est combien il y aura de morts encore des deux côtés. Des deux côtés, il y a de la souffrance avant qu'on arrive à cette solution. Il faut une solution de compromis. Il faut nous séparer. On ne peut pas continuer ensemble. Il faut nous séparer. Cette solution de séparation, il faut travailler pour cela. Et malheureusement, aujourd'hui, on perd du temps. Et tous les jours, ce n'est pas une question mathématique. Tous les jours, ce temps qu'on perd, c'est du sang qui est perdu. C'est des familles assassinées. Bon, de mon point de vue, c'est complètement... Je n'adhère pas à cette opinion parce que je pense que ça fait 20 ans qu'on essaye justement cette solution des territoires contre la paix et qu'à chaque fois qu'on a essayé, on s'est pris... on est tombé dans le mur. Territoire sans population. Comment? Territoire sans population, sans échange de population. Sans échange de population, oui. Les territoires contre la paix, c'est-à-dire qu'en fait, que déplacer des gens, on l'a fait en 2005 avec le Gush Katif, et on s'est pris des roquettes sur Tel Aviv. Donc, à mon avis, vous parliez d'État binational, je vais dire les choses telles qu'elles sont. D'abord, la menace de l'État binational, selon de nombreux démographes, elle n'est pas si évidente que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si j'avais le choix entre un État palestinien à 15 km de Kfar Saba ou un État peut-être binational à terme, je pense que l'État d'Israël est suffisamment fort pour avoir une grande minorité arabe en son sein, avec des gens en donnant la nationalité israélienne aux Palestiniens. Je pense qu'un État palestinien à nos frontières, c'est la fin du rêve sioniste parce que ce sera la fin de l'État d'Israël. Ça ne donnera pas plus de sécurité aux habitants des implantations, à votre avis? Non, parce qu'il s'agirait de les déplacer à ce moment-là. Oui, de les déplacer en grande partie. Mais on ne parle pas... J'habite dans les territoires, j'habite dans une implantation, pas pour mon propre confort. Je suppose que ce serait plus facile pour moi de venir à I24 le soir plutôt que de faire 1h15 de voiture ou de craindre ou de voyager en autobus par balle. Mais j'habite dans ces territoires parce que je pense que c'est la clé de la sécurité d'Israël. Je pense que les implantations sont le bouclier justement de la sécurité d'Israël. Je pense que démanteler des implantations, déplacer la frontière vers l'ouest, c'est menacer tout l'État d'Israël. Et donc, de mon point de vue, non, nous n'aurons pas plus de sécurité. Au contraire, nous allons nous mettre dans une situation inextricable. C'est cette situation qui sera inextricable parce que nous aurons un État palestinien qui sera peut-être demain géré par le Hamas, comme c'est arrivé dans la bande de Gaza, qui va être à nos côtés. Quand on voit la carte d'Israël, c'est au cœur. Ce n'est pas un pays à des milliers de kilomètres. C'est au milieu, comme je disais, à 15 km de Kfar Saba, le littoral c'est des missiles sur l'aéroport de Ben Gurion. Donc, moi, je pense que la gauche a essayé pendant de nombreuses années cette option des territoires contre la paix et on a tous payé les frais justement de cette politique-là. Et je pense qu'il faut réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire commencer à réfléchir, peut-être pas annexer toute la Judée-Samarie dans un premier temps, peut-être commencer par les territoires où n'habitent que 100 000 Palestiniens et tous les 400 000 Juifs de Judée-Samarie, commencer par cette option-là, et ensuite peut-être avancer vers voir comment les choses se passent. Laisser les choses telles qu'elles sont, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la bonne solution. Faire un État palestinien, pour moi, c'est une menace
totale sur l'État d'Israël, je pense que cette solution est la meilleure. D'abord, je suis content d'entendre que vous dites que la politique de Netanyahou, qui est de laisser les choses telles qu'elles sont, est une mauvaise politique. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je trouve ça quand même assez drôle que quelqu'un qui représente la droite israélienne prône comme un scénario plausible l'idée d'un État binational. Pour moi, c'est un scénario catastrophe. J'ai fait mon alia il y a 31 ans, c'est pour vivre dans un État juif, sioniste, à grande majorité juive. Et je pense qu'il faut faire absolument tout pour éviter ce scénario catastrophe de l'État binational, parce qu'on va perdre soit la majorité, soit le côté démocratique. Aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, à droite, qui disent que la démocratie n'est peut-être pas nécessaire dans un État d'Israël. Ils sont très minoritaires. Bon, enfin, on les entend quand même. Mais à votre avis, on pourrait dessiner des frontières aujourd'hui en regardant la carte de la Judée-Samarie, par exemple, et l'établissement des implantations. Vous pensez qu'on peut arriver à dessiner une frontière avec un État palestinien? Je pense qu'il est absolument urgent de reprendre le dialogue. C'est ça que je dis. D'abord, reprendre le dialogue. Parce que quand on ne dialogue pas, ce qui reste, c'est la situation actuelle. C'est le sang, c'est la peine, c'est la souffrance, c'est le désespoir. D'abord, reprendre le dialogue, c'est ce que j'attends d'un gouvernement responsable. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Un dialogue pourquoi? C'est-à-dire, c'est des pourparlers pour parler. C'est-à-dire que nous, le maximum qu'on puisse donner, c'est très, 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 très loin du minimum qu'ils sont prêts d'accepter, que les Palestiniens sont près d'accepter. Donc, on peut parler encore très longtemps. Mais madame, pourquoi? Pour quelle raison? Il y a aujourd'hui 400 000... Le dialogue, c'est parce que l'histoire, ou Dieu, suivant notre idéologie, a décidé que nous devons vivre avec eux dans ce même quartier du monde. Avec eux. On n'a pas le choix. Avec eux. On n'a aucune intention de repartir en France demain. Et eux n'ont aucune intention de disparaître demain. Donc, il faut trouver une solution de coexistence. Voilà, mais justement, c'est de la coexistence. Nous sommes là pour rester, les habitants de Judée-Samarie y compris, et eux aussi sont là pour rester. Merci Eric Cohen, merci à vous la leader, évidemment. On reviendra sur ce dossier. On va parler maintenant de ce combat mené par un ancien soldat israélien qui souhaite faire reconnaître son trouble post-traumatique. Revenu de Gaza après une opération militaire, il a choisi d'attaquer le ministère de la Défense afin de faire reconnaître ce qu'il considère comme une maladie liée à la mission effectuée sur place. C'est un reportage d'Elsa Mimoun. אז מה אתם פה היום 9 שנים אין לי 1%? איך מחבל מקבל כסף ואני לא? איך מחבל מקבל טיפול ואני לא? Ce cri de colère et de désespoir est poussé par Ido. Jeune Israélien de 28 ans, il a fini l'armée avec des troubles de stress post-traumatique suite à une intervention militaire à Gaza, opération durant laquelle il a tué par erreur son compagnon d'armes et ami Ben Koubani. Depuis quelques semaines, la vidéo de cette réunion parlementaire a fait le tour d'Internet et a été traduite dans plusieurs langues, réveillant ainsi l'opinion publique israélienne sur ce mal peu connu. Tout d'un coup, les gens ont pris conscience du problème. Ils ont compris pourquoi, par exemple, leur père est tout le temps en colère, anxieux, casanier. Ce sont des pères de famille qui ont subi un traumatisme il y a une dizaine d'années déjà, et leurs enfants m'écrivent et me disent « Grâce à toi, après avoir souffert toutes ces années, on comprend son problème ». Ido est devenu malgré lui le meneur de cette cause. Sollicité par plusieurs familles, il rend visite désormais aux personnes atteintes de ce mal. Un pas important dans sa propre guérison, même s'il reste encore fragile. Ses blessures psychologiques invisibles affectent le quotidien. Difficulté à se concentrer, sommeil léger, peur d'aller dans des endroits trop bruyants, laissant les victimes et leurs familles désemparées. Je veux poser une question simple. Depuis la guerre du Kippour, où il y a eu des milliers de blessés, il n'y a toujours pas d'établissement pour nous soigner. Il n'y a nulle part où aller. Qui est capable de me remettre en état, de me faire revenir à comment j'étais? Le processus de reconnaissance des troubles de stress post-traumatique des soldats revenus du combat sera un travail long. Contacté par mail, le ministère de la Défense israélien affirme que 57 000 anciens combattants sont aujourd'hui traités. Le but de Ido, créer un centre de réhabilitation des combattants et des soldats atteints de traumatisme pendant leur service. Un appel qui pourrait faire changer les mentalités et qui a déjà reçu de nombreux soutiens au sein de la société. Ce drame en montagne dans les Alpes françaises, une cinquantaine de légionnaires de l'armée française qui étaient en exercice ont été emportés par une avalanche. Bilan, 5 morts et 2 blessés graves en état d'hypothermie ce soir. Le ministre de la Défense a prévu de se rendre sur place
demain. Cela se passe dans la zone de Valfréjus. Le tennis entre ombre et lumière. La lumière tout d'abord avec les premiers matchs de l'Open d'Australie. Premier jour sans encombre pour les grands favoris du tournoi. Léa Berdugo. Novak Djokovic en grande forme pour ce premier jour de l'Open d'Australie. Même s'il a montré quelques signes d'agacement, il a dominé en 3-7 le Sud-Coréen Yong Chung, 6-3, 6-1, 6-2. Chung, âgé de 19 ans, n'a à aucun moment inquiété le tenant du titre. Le Serbe a contrôlé les échanges du fond du court face au joueur qui a le plus progressé au classement l'année dernière. Djokovic a tenu à complimenter son jeune rival. Il est l'un des joueurs dont on parle le plus et un des meilleurs joueurs potentiels dans le futur. Il a ce potentiel, ça ne fait aucun doute. Mais comme je l'ai dit sur le court, il a besoin d'expérience et de plus de temps. Le Serbe va affronter au second tour Quentin Alice, le Français de 19 ans qui s'est qualifié en remportant le premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga, s'est lui aussi qualifié pour le second tour. Il a battu le Chypriote Marcos Baghdatis en 4-7. Autre qualification, celle du Suisse Roger Federer qui n'a fait qu'une bouchée du Géorgien Nicolas Basilashvili en 3-7. Côté femmes, Serena Williams entend bien garder son titre et elle entame cette course par une victoire contre l'Italienne Camilla Giorgi en 2-7, 6-4, 7-5. Je pense positif, le match est terminé, je me dirige vers le prochain tour et c'est l'essentiel. Maria Sharapova a, elle, expédié son premier match. Elle n'a laissé que 4 jeux à son adversaire japonaise. La Russe l'a emporté en 2 petits sets. Et puis à l'ombre des cours maintenant, la presse britannique qui affirme qu'un scandale de grande ampleur sur des paris truqués éclabousse les meilleurs joueurs du tennis mondial, sans toutefois citer de nom. Gabriel Nolin. L'affaire a été révélée par la presse britannique alors que débute l'Open d'Australie à Melbourne. Ces 10 dernières années, 16 joueurs du top 50 mondial et même des vainqueurs du Grand Chelem auraient été signalés à l'unité d'intégrité du tennis pour des rencontres truquées. Mais aucune sanction n'a été prise à la rencontre. BBC News et le site BuzzFeed qui dévoile l'affaire assurent avoir eu accès à des archives secrètes mettant en avant un système de corruption à grande échelle. Une thèse confortée par les dires de Djokovic. Il aurait lui-même été approché pour perdre un match. J'ai été approché par des personnes qui ont essayé de m'atteindre en passant par des membres de mon équipe. Bien sûr, notre réaction a été d'opposer un refus catégorique. Pour moi, c'est complètement anti-sport. Honnêtement, c'est même un crime sportif. Le site et le journal expliquent également avoir mis la main sur les résultats d'une enquête faite en 2007 par l'ATP, l'association de tennis professionnel, sur des paris en provenance de Russie, d'Italie du Nord et de Sicile. Résultat de l'investigation, des syndicats de parieurs auraient gagné des centaines de milliers d'euros dans des matchs arrangés, parmi lesquels des matchs du Grand Chelem. 28 joueurs devaient être interrogés, sans suite. Des allégations rejetées par le directeur de l'association de tennis professionnel. L'unité d'intégrité de tennis et les autorités du tennis rejettent toute allégation stipulant que des preuves de trucage de match aient été supprimées ou pas assez étudiées. Et alors que le rapport de la BBC et du site BuzzFeed fait référence principalement à des événements datant d'il y a 10 ans. Nous allons enquêter sur toute nouvelle information qui sort, comme nous le faisons toujours. Selon les médias britanniques, 8 des joueurs incriminés participent à l'Open d'Australie. Leur identité n'a pas encore été révélée. Alors avec nous Antoine Greenbaum, journaliste sportif qui a enquêté justement sur ce dossier. Antoine, bonsoir. On a du mal à croire que des stars du tennis puissent être impliquées dans ces scandales. Il n'y a pas de noms qui sont cités. C'est le problème pour le moment, c'est qu'aucun nom n'est sorti. Du mal à y croire, non, parce que pour avoir enquêté là-dessus, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des paris sur les matchs de tennis. Il faut savoir qu'on peut même parier sur le vainqueur du premier jeu d'un match ou du premier set d'un match. Donc ça donne la possibilité à des personnes peu scrupuleuses de vouloir blanchir de l'argent sale, parce qu'il faut restituer le contexte, expliquer aux téléspectateurs d'I24 qu'en fait il y a des mafias en Europe de l'Est, en Asie, qui cherchent à blanchir
blanchir de l'argent sale à travers des matchs truqués. C'est pas uniquement dans le cadre du tennis, mais aussi le cadre parfois du football. Alors certains disent que Roland-Garros est également concerné, on verra. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Fédération internationale de tennis a cherché à bloquer cette affaire qui est très très négative pour l'image de son sport. Il faut juste rappeler qu'en 2009, l'ATP a introduit des règles anti-corruption et elles ne sont pas rétroactives. C'est vous dire que le cœur du problème est vraiment très très important. En tout cas, on a vu que certains reconnaissent avoir été approchés, et non des moindres, Djokovic, Arnaud Clément également. Ça veut dire que ces mafias cherchent vraiment à toucher parfois même les meilleurs joueurs de ce sport. Personne n'est intouchable et également les meilleurs joueurs du monde. Moi, j'ai envie d'étendre et d'aller au-delà. Évidemment, il y a le nom de Novak Djokovic qui est sorti, il s'est expliqué. Est-ce que l'on va avoir une affaire de l'ampleur du FIFA Gate ou du scandale de dopage dans l'athlétisme mondial? Parce que je ne pense pas que cette affaire va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec le FIFA Gate et notamment la commission d'éthique de la FIFA. À quoi le comité d'éthique de la Fédération internationale de tennis, puisqu'il savait plus ou moins quelle était l'ampleur des alertes qui avaient été envoyées, et on se rend compte une fois de plus que ce sont les journalistes qui sont à l'origine de l'évocation d'un scandale, comme ça a été le cas dans le cadre de l'affaire de dopage au sein de l'athlétisme mondial. Merci Antoine Greenbaum. Donc à propos de ce scandale, d'ailleurs le Premier ministre britannique, David Cameron, a lui-même demandé aujourd'hui qu'une enquête soit faite pour faire justement toute la lumière sur ces accusations qui pour l'instant ne révèlent aucun nom, mais qui sont en tous les cas appuyées par des preuves, semble-t-il, accablantes donc concernant des matchs truqués au plus haut niveau du tennis mondial. Voilà, dans un instant vous avez rendez-vous avec Sarah Gaudron, soirée reportage ce soir sur I24 News, nouveau point sur l'actualité dans un instant, avant donc votre magazine reportage. Bonne soirée.